Bonjour, Pascal Vandenberg pour Trousp. Alors je vais piocher les questions. Une main innocente, paraît-il. C'est mal parti. Alors, est-ce que trop de livres tue le livre ? On se plaint beaucoup dans le monde francophone d'une surproduction, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de surproduction. Quand on regarde la production en Allemagne, elle est supérieure à celle de la France et on n'a jamais entendu parler de surproduction. C'est le mode de commercialisation. Ce serait un peu technique de rentrer dans ce débat, ou d'expliquer pourquoi et comment. Mais non, trop de livres tue pas forcément le livre. C'est pas ce que je pense. Il faudrait revoir la manière de commercialiser les livres dans le monde francophone plutôt. Ça commence avec une question très sérieuse. Les gens lisent-ils moins qu'il y a quelques années ? Il y a plus de lecteurs, mais il y a moins de gros lecteurs et moins de moyens lecteurs. Donc ça change pas mal les types de livres qui se vendent, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait moins de lecteurs. En tout cas, dans les jeunes générations, contrairement à l'idée qu'on en a, les jeunes lisent plus qu'avant, tout simplement parce que l'offre est pléthorique et de qualité en jeunesse, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans. Et on voit le secteur jeunesse tous les ans qui continue à progresser. Après, certains quittent le livre, et puis d'autres y restent et y reviennent. Et en tout cas, j'ai pas le sentiment, contrairement à ce qu'on dit souvent, que le livre est en péril par manque de lecteurs. Alors, question longue, apparemment, ma feuille est plus épaisse. Que pensez-vous de cette citation ? Le libraire est l'ami du livre, pas de tous les livres, mais de ceux qu'il considère assez pour les transmettre au lecteur. Citation de Tahar Ben-Jelloun. Alors le libraire, il est l'ami du livre, c'est une évidence. Pas de tous les livres, mais ça dépend de la conception qu'on a du métier de libraire. Le libraire, il est d'abord au service d'un lecteur, et c'est à lui de s'adapter au goût du lecteur et de lui trouver des choses qui lui conviennent. Donc dans ce sens-là, je trouve que la citation est peut-être critiquable. Quand on me dit, par exemple, quel livre conseilleriez-vous ? Mais moi, je dirais, ça dépend à qui. Je conseille pas un livre en fonction de mes goûts, mais en fonction de la personne à qui ça va s'adresser. C'est un gros lecteur, un petit lecteur, quelqu'un qui aime plutôt telle ou telle chose. Et le rôle du libraire, c'est d'abord celui-là, plutôt que de mettre ses goûts en avant. C'est de répondre à ceux du public, quitte à les faire évoluer, quitte à conseiller, quitte à faire avancer le lecteur. De quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger ? Alors là, c'est un peu la même réponse, ça dépendrait de l'ami vivant à l'étranger. Dans les premiers auteurs suisses que j'ai lus, il y avait Fritz Zorn. Je trouve que Mars est, alors c'est le cas de le dire, un ovni, mais un livre particulièrement fort et qui reste quand même un livre très très marquant. Après, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi Dürrenmatt. J'ai connu un peu aussi personnellement Jacques Chesset et je trouve qu'il a fait des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'auteurs suisses qui sont intéressants dans le passé ou dans le présent. C'est en fonction de la personne à qui on offre le livre qu'on choisira l'un ou l'autre. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Alors ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout que je lis surtout des auteurs décédés, voyez-vous. Je lis très peu de contemporains. Peut-être comme ça, spontanément, je dirais quelqu'un comme Erasme. D'abord parce que c'est une époque qui m'intéresse. En plus parce que il a fait des choses assez formidables pour son époque. Je trouve que il a vraiment, voilà, on connaît surtout l'éloge de la folie, mais il y a beaucoup de choses d'Erasme qu'on connaît moins dans les adages et autres qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Mais il y a lui, il y en a d'autres, il y a Montaigne, plus récemment il y aurait Hannah Arendt, par exemple. Enfin, il y a des tonnes d'écrivains qui sont, avec qui je boirais bien ou une bière ou autre chose. Le livre est-il un bien de première nécessité ? Alors, contrairement à ce que pense le Conseil fédéral, oui, absolument. On l'a vu, d'autant plus dans une période comme on a connu avec tous les lieux d'accès à la culture, qu'elle soit vivante ou patrimoniale, fermés. Le livre reste un accès à la culture.
Et effectivement, on a vu que les clients sont beaucoup retournés aux livres durant ces périodes de pandémie. Et ça, c'est plutôt réjouissant de voir que le livre, encore une fois, résiste et a été vraiment considéré comme un bien de première nécessité par une bonne partie de la population, même si on pourra relever que ça n'a pas forcément été le cas des autorités. Comment imaginez-vous la librairie des années 2050 ? C'est très difficile de se projeter, hein. Le monde va très vite, c'est une banalité de le dire. Ce serait très... 2050, ça fait loin, ça fait 30 ans. J'essaye de me projeter à 5 ou 10 ans, ça paraît déjà 10 ans, ça paraît loin parce qu'il y a beaucoup de bouleversements qui se passent, il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il sera enfin mis un terme à la domination croissante et les situations monopolistiques des GAFA ? Ça ne concerne pas que le livre. Est-ce que les choses vont enfin se réguler sur ce plan-là ? Je pense que la librairie s'est beaucoup transformée. J'ai constaté sur 40 ans que la librairie s'est beaucoup transformée. Elle peut le faire encore. Elle ne sera pas forcément, mais c'est très très délicat de dire ça, elle ne sera pas à l'opposé de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle pourrait même, sur certains sujets, peut-être revenir en arrière parce que le livre a quand même cette particularité d'être un objet qui est plus que centenaire, multiséculaire. On peut même dire qu'il était déjà bien présent avant l'invention de l'imprimerie mécanisée et que du coup il a une capacité d'adaptation beaucoup plus forte que certains produits ou objets qui apparaissent puis qui disparaissent, remplacés par. Et le livre me paraît suffisamment irremplaçable pour que les libraires gardent un rôle dans les années qui viennent. En tout cas, mais 2050, ça fait loin. Puis je serai mort. Voilà. C'est quoi pour vous le métier de libraire ? C'est un métier de passeur, de texte, de savoir, de culture, Oui, c'est ça. C'est d'abord ce métier de passeur qui, pour moi, est au cœur de ce métier plus qu'autre chose. Comment êtes-vous devenu libraire puis directeur de Payot ? Je suis devenu libraire un peu par hasard, pas par hasard, mais par chance, on va dire, puisque j'avais quitté l'école à 16 ans, que j'avais pas de formation de libraire, que j'avais pas été au lycée ni à l'université et que j'avais pendant entre mes 16 et mes 23 ans mené une vie un peu de chevalier errant avec uniquement des petits boulots et puis par chance alors j'avais quand même une culture littéraire puisque en quittant l'école, je m'étais promis de pas rester idiot et inculte toute ma vie, donc c'est là que j'ai commencé à lire de manière assez boulimique, ce qui fait qu'à 23 ans, j'avais une culture littéraire assez costaud, et pas seulement littéraire d'ailleurs, puisque je me suis intéressé aux sciences humaines aussi très tôt, et puis voilà, j'ai eu ma chance, quelqu'un m'a donné ma chance, et puis après j'ai progressé, et donc avec d'abord 11 ans en Fnac en France, à l'époque où c'était encore une belle entreprise, après j'ai fait 10 ans dans l'édition à Paris, et puis quand je suis arrivé chez Payot en 2004, j'avais donc une vingtaine d'années de métier derrière moi, et puis le recrutement s'est fait de manière, alors là, beaucoup plus traditionnelle, sur dossier, enfin... Voilà, et pas de passe-droit. De toute façon, c'est quelque chose que j'apprécie peu, les passe-droits. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement, sans plan de carrière. Qu'est-ce que le livre a de plus que les autres médias ? Beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses en plus. D'abord, il permet de revenir en arrière, il permet de s'attarder. Un film, c'est lui qui donne le rythme, le livre, c'est vous qui choisissez votre rythme. Puis la capacité d'imagination est forte parce que dans le cinéma, par exemple, pour prendre le cinéma, on vous donne tout déjà, on vous laisse pas beaucoup d'espace d'imagination, alors que le livre vous permet ça. Il permet de se déconnecter aussi et d'éviter les parasites, tout ce qui tourne autour, tout ce qui fait du bruit. Et pour moi, le silence est un métaux rare, on va dire, et absolument nécessaire pour penser. Et le livre a beaucoup plus que les autres. Et surtout, il n'est pas que du divertissement. Il est aussi de formation et d'information.
Et il a pas seulement, on lit pas que du livre pour se distraire, mais aussi pour s'informer, pour se former, à tout et à n'importe quoi. Je dis souvent que c'est pas parce qu'on n'aime pas les livres qu'on ne trouvera pas le livre qui vous convient. Si vous avez votre oncle Albert qui n'ouvre jamais un livre, mais qui est un passionné de pêche à la mouche, eh ben vous allez lui offrir la Bible de la pêche ou de la pêche à la mouche, et il passera son temps dans ce livre. Donc il suffit de trouver le bon livre pour trouver des lecteurs. Quel livre a eu la plus grande influence sur votre vie? Il y en a beaucoup. Disons qu'il y en a un qui m'a marqué beaucoup quand j'étais jeune, quand j'avais 17, 18 ans, je pense, quand j'ai découvert la psychologie de masse du fascisme de Wilhelm Reich, donc ce psychanalyste qui était en rupture de banc avec un des premiers psychanalystes, mais en rupture de banc avec Freud. Et c'est un livre qui m'a ouvert sur un mode de pensée, sur un mode de réflexion, et puis qui a aussi attiré ou attisé plutôt mon attention sur les phénomènes de totalitarisme du XXe siècle, quel qu'il soit, qui a toujours été pour moi un centre d'intérêt intellectuel et historique. Que pensez-vous de cette citation? Le TGV trop rapide est un mauvais coup porté au livre de Bernard Pivot. Oui, alors oui et non, parce que le TGV, par définition, il va de gare en gare, mais moins qu'un omnibus, il s'arrête moins souvent. Et donc, effectivement, si on considère qu'il y a un vrai lien, ce qui est vrai, entre le livre et le voyage en train, le TGV a l'avantage qu'entre les stations, il y a souvent un bon moment et on est moins dérangé finalement que dans un omnibus qui s'arrête toutes les 5 minutes dans des petites gares et qui permet moins de rester concentré. Donc je vois ce que veut dire Pivot. Il a sur le principe de dire le temps de trajet raccourci, c'est un mauvais coup porté au livre, mais en même temps, il y a moyen de lire de manière assez confortable dans le TGV. Quel effet cela vous fait d'être auteur en tant que libraire? Ah, oui, j'ai toujours associé, ça fait des années que j'associe ou que je complémente les différents métiers, puisque j'ai été libraire, j'ai été directeur commercial, j'ai été dans l'édition, j'ai été co-directeur de collection, j'ai été traducteur, donc voilà, je suis auteur. Pour moi, honnêtement, ça change pas énormément de choses. C'est un peu désacralisé, je pense que pour moi personnellement, hein, je pense que quand on est un jeune auteur par exemple, puis qu'on a son premier livre qui sort, on est face à quelque chose d'assez magnifique. Et c'est vrai que ça c'est aujourd'hui mon deuxième livre, mais voilà, j'étais très content de voir un objet fini, de l'avoir en main, mais il y a peut-être pas ce côté magique du premier livre d'un auteur, parce que des livres, j'en ai touché et côtoyé beaucoup depuis 40 ans, et que d'ailleurs dans les deux cas, celui-ci comme le précédent, ont aussi une fonction plus utilitaire. Je pense que si j'écrivais de la fiction, ça aurait peut-être une autre satisfaction que celle que j'ai eue à faire ces deux livres. Mais pour moi, le livre est un monde, et me retrouver en tant qu'auteur ne change pas forcément les choses de manière fondamentale. L'impression à la demande se développe de plus en plus. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité. On a longtemps pensé que les techniques numériques se développeraient forcément au détriment du livre papier, notamment avec ce qu'on appelle le livre numérique. En réalité, c'est l'inverse qui se passe. Le livre numérique pas décollé vraiment, il a un usage limité. Ça fait maintenant plus de 10 ans que l'offre en langue française existe en livre numérique, et le marché du livre numérique est inférieur à 5%. Donc on peut considérer que 10 ans de nos jours est une période longue, et une nouvelle technologie ou un nouveau modèle qui en 10 ans n'a pris que même pas 5% de part de marché, et pas la plus grande des réussites qui soit. Après, ce qu'on a vu depuis 20 ans, effectivement, c'est les technologies d'impression numérique qui se sont améliorées, dont le coût a baissé, et qui permettent aujourd'hui aux éditeurs de garder disponibles des livres à rotation lente, chose qu'avant ils pouvaient pas faire, parce que en impression normale, il fallait faire 1000 ou 1500, et aujourd'hui,
aujourd'hui, les grands distributeurs sont équipés avec des machines qui leur permettent de faire soit de l'impression à la demande, c'est-à-dire unitaire, soit de l'impression en petite quantité, 5, 10 exemplaires, ce qui permet de garder vivant des fonds de catalogue, ce qui n'était pas possible avant. Moi-même, je suis consommateur de livres très anciens et je commence à acheter pas mal de livres de la collection BNF Hachette, qui est la numérisation finalement de textes anciens. Alors pas toujours d'une qualité irréprochable, parce que c'est vraiment tels qu'ils étaient publiés et tels qu'on a encore des exemplaires papier, mais c'est des textes auxquels on n'avait pas accès auparavant, sauf aller à la Bibliothèque nationale et avoir le droit de les feuilleter. Et je trouve que ça permet d'agrandir encore le choix de livres disponibles, en particulier pour les livres plus difficiles ou à rotation longue ou très anciens, et c'est vraiment très positif. En tout cas, pour un lecteur comme moi, c'est un vrai plus. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Oh, bah, il y en a beaucoup, je pense que je crois que j'aurais pas été un bon banquier ou un bon assureur, par exemple. Et puis, oui, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas aimé faire. Il y a des choses que j'aurais peut-être aimé faire. C'est vrai que si j'avais pu, oui, des fois je me dis, si j'avais pu suivre des études d'histoire, de philo, j'aurais peut-être pu faire d'autres choses. Bon, après, c'est pas du tout un regret. Mais il y a beaucoup de métiers que j'aurais pas aimé faire ou pas su faire, certainement. Si la librairie est un sport de combat, de quel sport de combat s'agit-il là? C'est une bonne question. D'abord, c'est un combat contre des idées reçues. C'est d'abord ça. C'est ce que j'essaie de montrer dans cette partie du livre. C'est que toutes les fausses peurs sur le livre sont nombreuses. On annonce la mort du livre de manière régulière depuis plus de 100 ans, depuis l'apparition du cinéma. Puis à chaque fois qu'un nouveau média apparaît, chaque fois que quelque chose se passe, ah ça y est, le livre est terminé. Donc c'est d'abord un combat contre les idées reçues. Et puis ensuite, c'est un combat contre des évolutions de la société, et c'est un combat qui est pas seulement défensif, qui est parfois offensif. Le livre a la capacité d'aller un peu partout. Mais je pourrais pas le comparer à un sport de combat particulier comme la boxe, le judo, je sais pas. Mais il se déroule sur plusieurs plans différents. Que pensez-vous du droit de retour? Alors le droit de retour, c'est une particularité du livre, mais c'est aussi une particularité du monde francophone. Je reviens un peu à la question tout à l'heure sur la surreproduction. Si vous voyez par exemple le modèle germanophone de commercialisation, le droit de retour est plafonné, mais le libraire n'a pas du tout la même manière d'acheter ses nouveautés. Alors aujourd'hui, heureusement que le système de retour existe, parce qu'avec le mode de commercialisation, il est absolument indispensable. J'avais proposé à plusieurs éditeurs français de se servir de Payot comme cobaye pour essayer d'imaginer un système de commercialisation différent, à l'allemande en gros, avec des conditions commerciales différentes et un droit de retour limité. Mais personne n'a envie d'essayer de changer de modèle, puisque vous savez qu'en France, on considère toujours que le modèle français est le meilleur sans jamais le comparer aux autres, et qu'il est universel et que par conséquent on ne remet pas ça en question. Moi je pense qu'il faudrait le remettre en question. On vend aussi du livre anglais, on vend du livre allemand, on voit que c'est organisé différemment et que le modèle économique fonctionne avec d'autres modalités que le modèle français. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas une remise en question fondamentale du mode de commercialisation des livres et en particulier des nouveautés. C'est surtout les nouveautés dont il s'agit. Dans une librairie, 80% des retours, c'est des invendus sur nouveautés, ou des mauvais ajustements de quantité sur des nouveautés, pas tellement sur les livres de fond. Donc on parle vraiment de la nouveauté. Le livre numérique est-il l'allié ou l'ennemi du livre papier? Il est ni l'un ni l'autre pour moi, et c'est vrai que je considère qu'il faut arrêter d'opposer les choses, opposer la vente en ligne et le commerce physique, opposer le livre numérique et le livre papier. Ils sont complémentaires. Le livre numérique a une certaine utilité pour un certain type de lecture. On voit que pour certains usages, moi j'ai des amis qui voyagent beaucoup pour des raisons professionnelles, qui passent beaucoup de temps, alors moi maintenant, mais auparavant dans les avions, et qui sont des gros lecteurs, et qui effectivement, c'est plus pratique d'avoir pour lire une liseuse que 5 ou 6 livres dans son sac. Pour certains usages, pour certains types de livres, mais c'est plutôt complémentaire qu'autre chose. Après, ce que les gens ne mesurent pas souvent, c'est que le livre numérique est un avatar qui
qui n'est qu'en 2 dimensions par rapport au livre physique qui a 3 dimensions. Chaque livre a une couverture, une typologie, un papier, enfin une identité. En livre numérique, qui sont tous identiques, quel qu'il soit. Et donc ça banalise l'objet, il n'y a plus d'objet. Et il y a une déperdition finalement de particularité du livre physique. Ça, c'est quelque chose qui est important. Puis il y a d'autres caractéristiques. Vous n'achetez pas un livre numérique, vous achetez un lien d'accès, vous louez un accès, ce qui veut dire que c'est limité dans le temps. Ou dans le nombre d'usages que vous en faites. Vous ne constituez pas vraiment une bibliothèque durable que vous ne pourrez de toute façon pas transmettre ni à vos enfants ni à personne. Et je trouve qu'un des inconvénients du livre numérique aujourd'hui avec les systèmes de protection, c'est que vous ne pouvez plus prêter un livre. Le livre, a toujours connu a toujours eu cette chance-là, c'est de pouvoir être donné, prêté. Si vous venez dîner chez moi, qu'on parle d'un écrivain que vous connaissez pas, je vais prendre dans ma bibliothèque un des livres que je vais vous prêter, que vous me rendrez certainement jamais. Mais c'est comme ça que le livre se transmet, c'est comme ça que les auteurs se diffusent, et le livre numérique empêche cette diffusion-là. Et c'est sans doute un des dommages les plus importants qu'il occasionne aujourd'hui. C'est pour ça que la question du piratage, de la question des systèmes de protection est assez importante dans le domaine du numérique, parce qu'aujourd'hui, on ne prête pas. Voilà. On arrive au bout, encore deux ou trois. Que pensez-vous de la vente en ligne ? Je l'ai dit, il ne faut pas les opposer. Après, je dis que le commerce est un art, la vente est un acte. Et pour moi, on parle de commerce en ligne, c'est faux. On peut parler de vente en ligne. Le commerce, c'est autre chose. Le commerce, c'est un échange entre 2 personnes. C'est d'abord ça. Et c'est une relation d'être humain avant d'être un acte de vente. Donc, il y a une utilité aux deux, il y a un usage pour les deux. Il y a une déperdition dans la vente en ligne qui se fait beaucoup sur la sérendipité, c'est-à-dire la capacité à justement tomber sur le livre que vous ne cherchiez pas. Quand vous rentrez dans une librairie, vous allez vous promener, vous allez prendre des livres comme ça, qui sont mis en avant, vous allez découvrir des choses. C'est beaucoup plus difficile en ligne parce que c'est beaucoup plus réduit. Et puis, de plus, la plupart des sites aujourd'hui, c'est pas le cas de celui de Payot, mais beaucoup de sites en ligne, et en particulier Amazon, avec les bases de données et les algorithmes qu'il a aujourd'hui, ne vous proposent que des choses que vous auriez trouvées par vous-même quasiment, et vous confortent dans un goût de lecture et ne vous permet pas de passer, comme je l'écris dans mon livre, de San Antonio à Proust. Il n'y a pas de logique algorithmique entre San Antonio et Proust. Et du coup, vous êtes contraint, et je trouve que c'est certainement, pour ce qui concerne le livre, une des particularités par rapport à d'autres types de produits que vous pouvez acheter en ligne, c'est de réduire justement la vision qu'on peut avoir d'une offre et de cette capacité à trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas et à découvrir un auteur. En dehors même de la relation avec le libraire qui évidemment est aussi fondamentale pour vous faire découvrir des choses. Et puis la dernière question. Les marketplaces comme Amazon ou la Fnac servent ou desservent le livre. Elles desservent surtout Amazon et la Fnac, à mon sens, parce que c'est vrai que, on m'a déjà proposé sur payot.ch de vendre autre chose que des livres, mais je trouve que c'est surtout une dilution et qu'on devient un distributeur et on ne peut plus être un libraire à partir du moment où on voit aussi des shampoings, des tondeuses à gazon et des couches culottes, et que pour moi, cette identité de libraire et d'entreprise, d'enseigne aussi, est très importante. Après, on cite des entreprises qui sont des multinationales, dont le seul objectif est la rémunération des actionnaires. Certainement pas ni le livre, ni la culture, ni autre objectif qui serait pas lié uniquement à des dividendes pour des actionnaires. Donc on joue pas dans la même catégorie. Alors c'est pas vrai que dans la vente en ligne, et c'est vrai qu'il y a une différence marquée entre des entreprises cotées en bourse quelles qu'elles soient et des entreprises non cotées en bourse qui peuvent effectivement prendre des décisions qui sont pas liées à des profits immédiats, qui sont pas uniquement destinés à augmenter le rendement de l'action ou le dividende des actionnaires, mais là on est dans un monde et dans un univers complètement différent de ce type d'entreprise.